Le 30 juin 2026, le journal Libération, qui se présente comme un titre de gauche, a publié une tribune quelque peu stupéfiante dont l'auteur, le sociologue Michel Viviorca, soutenait en s'appuyant sur un étrange rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme que l'antisémitisme se situait, je cite, au cœur d'un projet d'extrême droite à l'époque où Jean-Marie Le Pen dirigeait le Front National, parti cofondé par d'anciens collaborateurs des nazis, mais que cet antisémitisme est refusé désormais au sommet du Rassemblement national, alors qu'il s'inscrit aujourd'hui comme une ressource au service d'une stratégie électorale pour le parti La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Fin de citation. Dans un livre de l'historienne spécialiste de l'extrême droite Valérie Higounet publié en 2013, Louis Alliot, vice-président du Rassemblement national, avait expliqué, je cite toujours, « C'est l'antisémitisme qui empêche les gens de voter pour nous, il n'y a que cela. À partir du moment où vous faites sauter ce verrou idéologique, vous libérez le reste. » Fin de citation. En publiant la sidérante tribune du 30 juin, Libération a donc exaucé ce vœu de Louis Alliot et est même allé très au-delà de ce qu'espérait le vice-président du Rassemblement national, puisque ce texte ne faisait pas seulement sauter un verrou en décrétant que les hiérarques de ce parti n'étaient plus antisémites, mais ajoutait donc que l'antisémitisme se trouverait désormais chez leur principal adversaire de gauche. À 10 mois du premier tour de la prochaine élection présidentielle, l'extrême droite a évidemment dû se féliciter très chaudement de ce magnifique cadeau. Le 2 juillet 2026, en pleine canicule, et alors que les pompiers des Bouches-du-Rhône luttaient déjà contre des incendies, Manuel Bompard, porte-parole de la France Insoumise, a rappelé que l'ex-premier ministre d'Emmanuel Macron et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2027, Gabriel Attal, avait imposé en 2024, lorsqu'il était à Matignon, des coupes budgétaires ayant obligé la sécurité civile à renoncer à l'achat de 2 Canadair, des appareils qui auraient évidemment permis de lutter plus efficacement contre les épouvantables feux qui ravagent la France depuis plusieurs semaines. Attal, qui a parfaitement compris que ce rappel accablant allait gravement plomber sa campagne présidentielle, a immédiatement rétorqué qu'il n'avait rien fait de tel et que Manuel Bompard avait donc menti. C'est les méthodes habituelles de la France insoumise. Ils se déploient en meute pour raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, dans les médias, et ensuite ils se disent, même si on est démenti, il en restera toujours quelque chose dans la tête des gens. Malheureusement, les faits sont têtus, et la vérité, comme le confirme notamment un rapport publié en 2024 par une sénatrice de droite, est que la sécurité civile a bel et bien été contrainte de renoncer à l'acquisition de 2 Canadair d'un coût unitaire d'un peu plus de 49 millions d'euros hors taxes, après que le gouvernement lui a retiré plusieurs dizaines de millions d'euros de crédit. Notons cependant que ce gouvernement n'était pas toujours motivé par cet admirable souci d'économie, puisqu'en même temps qu'il annulait de fait la commande de ces 2 Canadair, il distribuait au patronat plusieurs centaines de milliards d'euros d'aides publiques, dont l'utilisation et l'efficacité ne sont jamais contrôlées. Plutôt que de renforcer les moyens de la lutte contre les incendies provoqués par le réchauffement climatique, les macronistes ont donc préféré continuer à gaver aux frais des contribuables des entreprises dont certaines contribuent précisément à l'aggravation de ce réchauffement. Aujourd'hui, on a des entreprises qui reçoivent des aides publiques alors qu'elles détruisent la planète. Ceci est lié, c'est-à-dire que comment voulez-vous de continuer à verser des aides publiques, par exemple, pour financer les subventions aux énergies fossiles? Comment est-ce qu'une entreprise comme Total peut continuer à recevoir des aides publiques? Alors je sais qu'elle se vante neutralité carbone, mais elle a été même condamnée pour ça, pour greenwashing. Et comment pourrait-elle continuer alors que c'est une entreprise qui joue un rôle important dans le dérèglement climatique à recevoir des aides publiques? C'est pas possible. Le 7 juillet, Marine Le Pen a été condamnée pour la 2e fois en appel dans l'affaire dite des assistants parlementaires du Front National. Elle a plus précisément écopé cette fois-ci de 3 ans de prison, dont 1 an ferme, aménageable avec un bracelet électronique à domicile, et de 100 000 euros d'amende. Dans leur arrêt, les juges qui lui ont infligé cette nouvelle peine ont insisté sur la gravité des faits dont elle a donc une nouvelle fois été reconnue coupable, en soulignant notamment qu'elle avait pleinement adhéré à un système ayant permis à son parti de détourner près de 3 millions d'euros de fonds publics du Parlement européen, et qu'elle avait par surcroît perpétué ce système. Dans sa très grande bonté, cependant, la Cour d'appel de Paris a également considéré que Marine Le Pen avait déjà purgé la peine d'inéligibilité qui lui avait été infligée 1 an plus tôt en première instance, de sorte que l'intéressé, qui s'est immédiatement pourvu en cassation, a pu se précipiter le soir même sur TF1 pour proclamer qu'elle était candidate à l'élection présidentielle de 2027. Je suis candidate à l'élection présidentielle. Alors même qu'elle avait promis de renoncer à sa candidature en cas de nouvelle condamnation l'exposant au risque de devoir porter un bracelet électronique. Si la Cour suit le tribunal qui m'a condamné au port d'un bracelet électronique, je ne pourrais pas faire campagne. Mais il semblerait que plus personne dans la presse et les médias dominants ne s'étonne ni ne se scandalise de ce que les représentants des droites françaises mentent comme ils respirent.
Pour justifier cette décision, la Cour d'appel a expliqué dans un communiqué quelque peu surprenant qu'elle n'avait pas voulu, je cite, porter atteinte au principe de liberté des candidatures, condition essentielle à une expression démocratique du suffrage universel. Fin de citation. Remarquons, au passage, que si la loi française était réellement la même pour tous, cela signifierait très concrètement que désormais, si un petit délinquant condamné à une peine de prison ferme se présentait à une élection avant d'avoir purgé sa peine, il devrait en principe bénéficier lui aussi d'une réduction de cette peine. Vous devez laisser la justice faire son boulot. Nous savons parfaitement que cela n'arrivera jamais et que cette justice est par conséquent une justice à plusieurs vitesses. Et en considérant finalement qu'il est tout à fait normal qu'une élue reconnue coupable d'une grave atteinte à la probité puisse se porter candidate à la présidence de la République pendant que des petits délinquants ordinaires continueront à être impitoyablement condamnés en comparution immédiate. La Cour d'appel a été très claire. La peine d'inéligibilité avec exécution provisoire était véritablement un fait qui allait perturber, et je reprends, je suis tout à fait en phase avec ce qui vient de dire M. Guinaud, mais qui allait perturber totalement le fonctionnement démocratique du pays. Donc aujourd'hui, il y a eu une sorte de petit camouflet pour la présidente du tribunal et l'avis qu'elle avait rendu en première instance. Le 8 juillet, le quotidien Libération a publié un article dont l'auteur s'étonnait que la condamnation en appel de Marine Le Pen n'ait absolument pas ébranlé ce qu'il appelait la béatitude des électeurs de la candidate du Rassemblement national, qui continue à proclamer fièrement qu'ils voteront pour elle en dépit de ses indélicatesses. À bien y regarder, c'est cet étonnement de Libération qui est un peu étonnant. Car bien sûr, en publiant des tribunes soutenant comme celle que nous avons évoquée tout à l'heure que l'antisémitisme serait désormais refusé au sommet du Rassemblement national, mais qu'il serait en revanche une ressource au service d'une stratégie électorale pour la direction de la France insoumise, ce journal participe très activement à la dédiabolisation du parti d'extrême droite et contribue donc à renforcer ce qu'il appelle la béatitude de ses électeurs, en leur expliquant que c'est aujourd'hui la gauche antifasciste et antiraciste qui serait infréquentable. Et pour clore ce long chapitre, relevons au passage que les électeurs d'extrême droite qui se plaignent régulièrement et très mensongèrement que des étrangers volent l'argent des Français n'ont en réalité aucun problème avec de véritables opérations de pillage, puisqu'ils maintiennent donc leur confiance à un parti qui a détourné plusieurs millions d'euros de fonds publics. Le 9 juillet, l'INSEE, l'Institut national de la statistique, qui n'est pas exactement un repère de gauchistes énervés, a révélé qu'en 2024, 7 ans après la première élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, le taux de pauvreté avait atteint en France son niveau le plus élevé jamais mesuré. Concrètement, cela signifie, comme l'a relevé le journal Le Monde, que 9,8 millions de personnes, représentant 15,4% de la population française, disposaient cette année-là de revenus mensuels inférieurs au seuil de pauvreté. L'INSEE a également relevé que les inégalités avaient par ailleurs progressé en France pour atteindre un niveau historiquement élevé, en raison de la hausse très significative des plus hauts revenus. Et de fait, par une très intéressante et très instructive coïncidence, on avait appris quelques jours avant la publication de ces statistiques accablantes, dans le rapport annuel de l'Union des banques suisses sur la richesse mondiale daté de la fin du mois de juin, qu'avec 34 600 nouveaux millionnaires en 2025, la France était le pays d'Europe où le nombre de millionnaires avait le plus progressé. On ne saurait trouver meilleure confirmation que le macronisme aura donc été, comme prévu, de son premier à son dernier jour, en même temps qu'un système entièrement dédié à la radicalisation droitière du paysage politique, une gigantesque machine à creuser les inégalités, en prenant aux pauvres pour donner aux riches. Le 22 juillet, le journal Le Monde a révélé que le gouvernement de Sébastien Lecornu menait de discrètes négociations avec des banques françaises pour qu'elles acceptent de financer la campagne électorale de Marine Le Pen, en prêtant de l'argent au Rassemblement national, et que l'État français, dans sa très grande bonté, était même prêt à garantir ce prêt pour le cas où le parti d'extrême droite ne pourrait pas le rembourser. Pour justifier ce très aimable coup de pouce, les services du Premier ministre expliquent qu'il s'agit de faire en sorte que tous les candidats puissent obtenir un prêt français pour financer la campagne sans être obligés de s'endetter à l'étranger. Le problème est que si les banques françaises refusent de prêter de l'argent aux partis d'extrême droite, c'est, comme l'a souligné Mediapart, parce que ces comptes sont dans le rouge et qu'il n'est donc pas considéré comme un emprunteur digne de confiance. Mais cela ne semble pas déranger le pouvoir macroniste, qui passe son temps à répéter qu'il faut réduire la dépense publique. Parce que c'est notre projet ! En annulant par exemple des crédits destinés à l'achat de 2 Canadair. Mais
mais qui est donc prêt à financer, éventuellement avec l'argent des contribuables, la campagne d'une candidate qui vient d'être une nouvelle fois condamnée pour détournement de fonds publics. C'est un foutage de gueule assez spectaculaire, mais qui a du moins la vertu de confirmer qu'Emmanuel Macron, élu président de la République sur la promesse qu'il ferait barrage à l'extrême droite, aura au contraire tout fait, tout au long de son règne, pour favoriser son développement. Je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Le 23 juillet, pendant que de gigantesques incendies continuent à ravager des dizaines de milliers d'hectares dans plusieurs départements français, la préfecture de l'Indre a publié un communiqué relatif à la prévention des feux de forêt qui rappelait à ses administrés qu'un mégot ou un barbecue pouvait, je cite, tout embraser. C'est parfaitement vrai. Et c'est très commode, car ces campagnes, insistant sur la responsabilité des Français, occultent complètement celle du pouvoir macroniste, qui non seulement n'a rien fait pour se préparer sérieusement à ces incendies dont il sait pertinemment qu'ils vont se multiplier sous l'effet du réchauffement climatique, mais qui a aussi œuvré à aggraver le gravissime péril environnemental auquel nous sommes désormais confrontés. On n'a pas le temps de dresser ici la liste de ces manquements, mais on peut tout de même rappeler par exemple que 2 ans après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, sa police a très violemment réprimé les pompiers qui manifestaient pour réclamer plus de moyens. Revendication dont nous mesurons aujourd'hui toute la pertinence. On peut aussi rappeler que depuis que Macron est à l'Élysée, plusieurs centaines de postes ont été supprimés à l'Office national des forêts, qui joue pourtant un rôle essentiel dans la prévention et la lutte contre les incendies, et que les protestations de ces agents, qui dénoncent depuis des années la réduction de leurs effectifs, n'ont jamais été entendues. L'ONF a subi des coupes budgétaires absolument scandaleuses. Sur les dernières années, on a compté tout de même 5000 ETP en moins. Ici, on est encore sur une baisse d'une trentaine d'ETP. C'est un acharnement parce qu'en réalité, les forêts sont au cœur des enjeux climatiques. Et puis, j'ajoute évidemment le risque pour les incendies qui sont explosifs également. À ce même moment-là, on a un gouvernement qui s'acharne sur l'Office national des forêts depuis plusieurs années. C'est absolument incompréhensible. Il faut redonner du souffle à l'ONF et remettre des budgets supplémentaires. On peut encore rappeler que Macron n'a bien sûr pas tenu sa promesse faite en 2022 d'investir massivement pour que la flotte des 12 Canadair français soit intégralement remplacée et que leur nombre soit porté jusqu'à 16 avant 2027. Et que ce reniement est d'autant plus tragique que selon le journal Libération, moins de 2/3 des appareils de cette flotte étaient opérationnels durant les derniers jours du mois de juillet, pendant que des centaines de milliers de personnes devaient fuir devant les incendies en Gironde et dans les Landes. Et on peut enfin rappeler qu'au mois de juin dernier, Macron présentait la France comme un Eldorado des data centers et se félicitait de ce que des entreprises étrangères aient promis d'investir plus de 90 milliards d'euros dans la construction de gigantesques centres de données dont on sait qu'ils vont aggraver le réchauffement climatique et donc les risques d'incendie. Mais il n'est bien sûr pas question pour le pouvoir macroniste de reconnaître l'extraordinaire gravité de ces manquements quand il est tellement plus facile de se dédouaner en imputant les feux de forêt à des individus irresponsables. Merci d'avoir suivi cette chronique, on se retrouve en septembre. Essayez de reprendre des forces pendant l'été, on va vraiment en avoir besoin.